Qui êtes-vous? Que faites-vous avec ça? Ça! Chapitre 2. Alors, est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est mieux que le premier chapitre? Est-ce que c'est plus flippant? Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que j'ai pas eu peur? Est-ce que t'es épilé? Pas épilé? On va en parler. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Ça, chapitre 2, réalisé par Andy Muschietti, qui est donc le même réalisateur qui s'était chargé de faire le premier chapitre, eh bien, se concentre cette fois-ci sur la partie adulte des personnages. On est 27 ans plus tard, et on retrouve donc tous ces personnages qui vont devoir affronter à nouveau Pennywise, le clown tueur, le clown dévoreur de monde. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai trouvé que c'était sympa, sans plus. J'ai trouvé que le film était trop long pour ce que ça veut raconter, 2h50 quand même, trop répétitif, trop redondant, des personnages pas assez attachants, même si, oui, la mise en scène d'Andy Muschietti est toujours aussi inventive, originale, l'ensemble m'a paru moins réussi que le premier chapitre. Si vous voulez connaître mon avis sur le premier chapitre de ça, eh ben vous pouvez taper ça critique Les Cousins font leur cinéma. C'était mon ancienne chaîne sur laquelle je faisais des critiques avec mon cousin, et donc si vous voulez savoir ce que je pensais du premier chapitre, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo. J'avais plutôt bien aimé le film, je crois que je lui avais donné 3,5 sur 5 ou 4 sur 5. J'avais bien aimé sans trouver ça super transcendant, voilà. Et c'est vrai, pour vous dire tout de suite les choses, que cette histoire de ça, que j'ai donc lu en livre, et que je me suis bouffé en téléfilm pendant toute ma jeunesse, toute mon adolescence, je connais donc l'histoire par cœur, et c'est vrai que j'ai toujours préféré la première partie de cette histoire qui concernait donc les enfants plutôt que les adultes, parce que à partir du moment où tu mets des enfants qui doivent se confronter à des choses cauchemardesques, à de l'horreur, bah, je rentre plus facilement en empathie, je suis plus, on va dire, je suis plus ému et investi dans leur destin que des adultes. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on a ce que j'appelle un blockbuster d'horreur, c'est-à-dire que tout est plus grand, tout est plus épique que le premier chapitre, pour nous servir de très nombreuses visions d'horreur, visions cauchemardesques, mais au détriment d'une efficacité narrative, je trouve. C'est-à-dire que là, tu sens que le réalisateur s'est fait plaisir, tu sens qu'il a eu budget illimité par la Warner, vu que le premier chapitre a fait un carton international, hein. Je crois que c'est le film d'horreur qui a le plus marché au box-office. Donc là, je crois que la Warner lui a fait un chèque en blanc et lui a dit « Tiens, vas-y, fais-toi plaisir ». Et bah, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on voit le film, c'est-à-dire que le mec, il a fait un film de 2h40, de 2h50 même, où eh ben, il construit toute son histoire comme un train fantôme autour d'une intrigue un peu prétexte pour, eh bien justement, se faire plaisir, se lâcher totalement et envoyer tout ce qu'il avait à envoyer en termes de vision d'horreur, vision de cauchemar. C'est pour ça qu'il y a quand même tout cet aspect train fantôme, roller coaster qui ne s'arrête pas pendant 2h50, mais ça ne veut pas forcément dire que ton film a un super rythme. Tout dépend de ce que tu racontes dans ton histoire. Tu peux me mettre 2 heures non-stop de scènes d'action et bien me faire chier. S'il n'y a pas une évolution dramatique pour les personnages ou si les enjeux n'évoluent pas vraiment, eh bien, tu peux me balancer toutes les scènes d'action que tu veux. À un moment donné, on va tourner en rond. Et c'est un petit peu le cas avec ça, chapitre 2, où il y a quand même une grosse partie du film qui est assez longue à regarder parce qu'on doit suivre 5-6 parcours de personnages de façon indépendante, où on doit attendre que chacun termine, on va dire, sa mini-quête pour faire avancer l'histoire. Et comme ils ont pratiquement le même enjeu, tous ces personnages, bah c'est un peu répétitif et c'est un peu long à regarder. Alors évidemment, la grande question, c'est surtout, est-ce que ça fait peur? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Il y a à boire et à manger dans le film. Il y a bien eu 2 ou 3 moments qui m'ont bien fait flipper, qui m'ont bien angoissé, c'est clair. Mais je dirais que dans l'ensemble, pour un film d'horreur, j'ai pas trouvé que c'était super traumatisant. Voilà, c'est pas quelque chose qui va me hanter pendant très longtemps ou qui va me faire me réveiller la nuit. Après, c'est clair que je connais l'histoire par cœur, je l'ai lu en bouquin, je l'ai vu en téléfilm plein de fois. Peut-être que ça aussi, ça joue beaucoup sur mon ressenti. Mais moi, en vérité, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les idées de mise en scène d'Andy Muschietti pour représenter l'horreur de Stephen King. J'ai toujours trouvé que, il avait des idées de mise en scène assez originales, assez ludiques, plutôt bien construites, et même s'il utilise quand même beaucoup les CGI, les effets numériques, je trouve que ça
ça lui permettait quand même de construire quelque chose d'assez épique dans l'horreur. Alors des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins, des fois c'est un petit peu grossier, c'est un peu outrancier on va dire, mais en tout cas ça lui permettait d'avoir, on va dire, le champ libre pour concrétiser ses visions d'horreur à lui, quoi. Alors il y a quand même une scène qui m'a bien fait peur, je pense que voilà, hein, c'est la scène la plus flippante de tout le film, et c'est d'ailleurs une scène qu'ils avaient dévoilée dans une des bandes annonces, hein, dans un des teasers. C'est la scène avec la vieille dame, voilà. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai trouvé cette scène vraiment angoissante, très bien construite, la tension qui monte, tu sens qu'il y a quelque chose de glauque qui s'installe, tu sens le piège qui se referme. Le dénouement de cette scène, j'ai vraiment fait un bond sur mon fauteuil, j'étais vraiment accroché. C'est vraiment, là, pour le coup, très réussi, et c'est pour moi, ouais, la scène la plus flippante de tout le film. Il utilise quand même aussi beaucoup les jumpscares, et ça, bon, bah, malheureusement, quand on a vu beaucoup de films d'horreur, je pense que on connaît les codes par cœur, et franchement, dans le film, on sait à la seconde près quand il y a quelque chose qui va nous sauter à la gueule, hein, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. La seule surprise que j'avais, eh bien, c'était de découvrir en quoi le clown allait se transformer, voilà, en quelle créature ou en quel monstre il allait se transformer. C'était surtout ça qui maintenait mon attention et qui créait la surprise. C'est pour ça que ce clown me fait plus peur quand il est sous l'apparence d'une autre créature, d'un monstre, que quand il est comme un clown. Et ça, je le dis depuis le début, moi, ce clown ne me fait pas forcément très peur, parce que il est trop beau esthétiquement, il est trop maquillé, en fait il ne ressemble pas à un véritable clown. Du coup il y a une distance qui se crée, il n'y a pas quelque chose qui vient te rappeler un traumatisme d'enfance. Voilà, il a les yeux qui partent, il y en a un qui part à l'ouest et l'autre qui part à l'est, etc. Et le regard, je pense que c'est justement très important pour t'effrayer. Et là, eh bien, on dirait qu'il a le regard vide, puisque il a jamais... après, voilà, c'est un choix esthétique, mais il a jamais véritablement le regard focalisé sur sa victime. Enfin, on dirait qu'il a une sorte de strabisme. Voilà, on dirait qu'il regarde un petit peu comme ça. Et du coup, c'est plus drôle qu'effrayant. Enfin, moi, en tout cas, ça me terrorise moins qu'un regard qui me fixerait vraiment, voilà, droit dans les yeux. Et qui me regarderait avec son sourire comme ça. On va dire qu'il est trop travaillé, quoi. Alors oui, c'est beau esthétiquement, mais le rendu ne me fait pas peur. Là où dans le téléfilm, le clown joué par Tim Curry ressemblait à un véritable clown qu'on pouvait trouver dans un cirque. Et c'est ça qui me faisait peur, c'est ça qui était inquiétant. Et même là, au niveau de la voix qu'il a dans la nouvelle version, elle est trop effrayante tout de suite, c'est-à-dire qu'il parle comme ça, voilà. Un enfant qui croiserait un clown qui lui parlerait comme ça, je pense qu'il s'enfuit immédiatement. Ce qui faisait peur, c'était le côté vicieux du clown du téléfilm, quoi, qui avait une voix au début tout à fait, même rassurante et tout. Enfin, c'est ça qui était flippant, c'était le piège de ce clown qui te renvoyait une image gentille et sympathique et qui en fait derrière te dévorait. Je trouve que quelque chose de plus simple aurait été plus effrayant. Et malgré le fait que les acteurs soient très bons, et on a quand même un très beau casting avec Jessica Chastain, James McAvoy et Bill Hader, moi j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer en empathie avec eux, à me réinvestir émotionnellement avec eux, et ça vient peut-être du fait que le film a été séparé, enfin toute cette histoire a été séparée en deux films bien distincts, avec la partie enfant, la partie adulte, et je pense pas que c'était le choix le plus judicieux à faire pour raconter cette histoire. Je pense qu'ils auraient dû faire un seul film de 3 heures et garder la construction narrative du livre de Stephen King qui, dès le départ, faisait des allers-retours dans le temps entre les enfants et les adultes pour qu'il y ait justement cette connexion émotionnelle qui se fasse tout de suite. Et alors oui, là, dans le chapitre 2, ils te font plein de flashbacks pour, on va dire, étoffer le trauma de ces personnages. Mais j'ai envie de dire, ça y est, c'est trop tard, c'est inutile. Il y a déjà eu tout un film pour nous parler du passé de ces personnages, pour nous raconter l'enfance traumatisante de ces personnages. Donc, il y a quand même, du coup, un sentiment de redite qui rallonge le film un petit peu inutilement. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi un peu le temps long. Alors malgré ce très beau casting, je trouve que le seul acteur qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est Bill Hader, celui qui interprète le personnage de Richie, celui qui interprète
le comique de la bande. Et évidemment, ils sont allés chercher un acteur qui est surtout habitué des comédies et qui est plus humoriste. Et moi, j'avais peur quand j'ai vu cet acteur qu'il vienne parasiter l'horreur, désamorcer l'horreur par la comédie qu'il pouvait apporter dans le film. Et en fait, non, pas du tout. Je trouve qu'il y a un juste équilibre entre voilà, des scènes vraiment drôles et l'horreur. Je trouve qu'il arrive à être aussi drôle que touchant. Il arrive à arrêter de faire le con quand il faut arrêter de faire le con. Enfin, en tout cas, il a été dirigé dans ce sens-là pour que les scènes de tension fonctionnent et que le personnage soit vraiment attachant, puisque voilà, il nous fait rire pendant tout le film. C'est lui qui a les meilleures répliques. Et puis, il y a quand même aussi une phase où il imite un personnage de Star Wars, et donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir le film. En tout cas, j'ai trouvé que c'était lui le personnage le plus attachant, parce que les autres, les personnages comme Ben ou Mike, ils sont franchement très transparents, quoi. S'il n'y avait pas des acteurs de la trempe de James McAvoy ou de Jessica Chastain, je pense que leur personnage serait encore plus insipide. Mais bon, ils sont interprétés par des pointures qui arrivent à leur donner quand même un petit peu de corps. Bon, maintenant, je voulais aborder une petite partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, arrêtez la vidéo ou alors allez à la fin de la vidéo pour connaître eh bien, la note que je donne au film. Et pour les autres, eh bien, écoutez, moi, ce dont j'avais envie de parler, c'était toute la partie autour des artefacts que les personnages doivent retrouver. Je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était un petit peu flou ou alors un petit peu facile, je ne sais pas. C'est-à-dire que les personnages sont... on va dire, obligés de retrouver des artefacts, des objets personnels de leur passé pour accomplir un rituel et tuer le clown ça. Mais pourquoi, enfin, comment ils arrivent à déterminer quels sont les bons objets, les bons artefacts qui vont leur permettre de réussir ce rituel. Voilà pourquoi c'est une carte postale, pourquoi c'est l'inhalateur du gars qui est asthmatique, enfin qui est hypocondriaque. Comment ils arrivent à comprendre que c'est cet objet-là qui va fonctionner. Alors ok, le propos du film, c'est de nous montrer que pour guérir de ses peurs, de ses angoisses, il faut se confronter au trauma de son enfance, au traumatisme de son passé. Mais on dirait que le clown leur facilite la tâche pour leur permettre de trouver quelque chose qui va le détruire lui. Pareil, le petit bateau en papier de Georgie que le personnage de James McAvoy retrouve dans les égouts, ça pareil, comment il le récupère, on dirait que c'est limite le clown qui lui redonne, mais comment le clown lui donne un objet qui va lui permettre de le détruire. Donc là, j'ai pas totalement compris la cohérence de tout cet aspect-là de l'histoire. Voilà, si vous pouviez m'éclairer là-dessus, je suis preneur. Il y a quand même de très bonnes idées de mise en scène qui parcourent le film, comme par exemple une scène où tu as un des personnages qui tue sa culpabilité de façon métaphorique, le genre d'idée qui fait vraiment penser à du pur Stephen King, qui mêle souvent l'horreur et le symbolique. Un autre élément qui m'a un petit peu fait dire que le réalisateur, encore une fois, a vraiment voulu se faire plaisir et faire ce qu'il voulait, c'est de faire intervenir dans son film plusieurs caméos de stars. Donc on a au tout début du film Xavier Dolan, le réalisateur Xavier Dolan, enfin réalisateur-acteur, hein, puisque voilà, là il interprète un rôle. La scène est plutôt... la scène est bien, hein, c'est une très bonne scène introductive. Mais le fait de prendre Xavier Dolan comme ça, moi ça m'a fait un petit peu sortir du film, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là ? Ok, bon, quelques minutes après, on voit le réalisateur Peter Bogdanovich, voilà, un réalisateur emblématique des années 70, qui joue le rôle d'un réalisateur, donc il y a tout un côté méta dans le film qui m'a un petit peu dérangé, et c'est pas fini, puisque au milieu du film, on voit le caméo de Stephen King, qui apparaît dans son histoire, et là, j'ai eu l'impression que le film basculait dans un truc à la Marvel, puisqu'il apparaît comme Stan Lee apparaît dans tous les films Marvel. Il est l'auteur du matériel qu'on adapte, et on le fout dans le film pour faire un clin d'œil aux fans, aux spectateurs. Bon, j'adore Stephen King, mais de le voir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, apparaître dans le film, ça m'a fait sortir de l'histoire. Et il y a d'ailleurs tout un côté méta pendant tout le film, puisque le personnage de James McAvoy, qui joue le rôle d'un auteur, d'un scénariste, on n'arrête pas de lui dire que les fins de ses histoires sont pourries, comme si
il y avait tout un discours méta sur la fin du film qu'on est en train de regarder, comme si le film voulait jouer avec le spectateur en lui disant « Attention, la fin sera peut-être ratée, sera peut-être nulle, va-t-on rater la fin ?» Et jouer comme ça, j'ai pas trouvé que c'était très avisé, très élégant d'intervenir comme ça dans le film. Ça, chapitre 2, c'est un film que j'ai trouvé moins bon que le premier volet parce que les personnages étaient moins attachants, parce qu'il y avait beaucoup de redites, beaucoup de répétitions, que c'était trop long pour ce que ça voulait raconter, même si, oui, il y avait quand même pas mal de fulgurance, de mise en scène, pas mal de fulgurance au niveau de la représentation horrifique du clown, des créatures qu'il pouvait arborer, etc. Oui, ça reste un film, on va dire, divertissant. Voilà, je vous conseille d'aller le voir au cinéma si vous voulez vous taper un bon petit trip horrifique un samedi soir au Cinoche. Bon, bah c'est le film idéal. Voilà, ça reste quand même de bonne facture esthétiquement. C'est un bon train fantôme, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à ça, chapitre 2, 3 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça, chapitre 2, dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous avez trouvé que c'était une très bonne suite au premier volet? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un meilleur film, un moins bon film? Est-ce que ça figure pour vous parmi les meilleures adaptations de Stephen King? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous normalement lundi prochain pour une critique qui devrait nous emmener vers les étoiles.